Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Aujourd'hui, nous allons suivre l'audition de Ségolène Royal par la commission sénatoriale sur les concessions autoroutières. Les sénateurs refont tout l'historique des autoroutes en France depuis leur privatisation. Et hier, il était question du gel des tarifs décidés en 2015 et qui s'est répercuté ensuite par la hausse des prix des péages. Et vous allez entendre le témoignage de l'ancienne ministre de la Transition écologique. Son témoignage est intéressant. Ségolène Royal a dénoncé la naïveté de l'État face à ces grands groupes autoroutiers. Elle a également assuré ne pas avoir suivi de près ces négociations. Direction la salle Clémenceau pour suivre cette audition, préparée pour Public Sénat aujourd'hui par Mathilde Noutarelli et Louis Mollier-Sabet. Bien, mes chers collègues, Madame la Ministre, nous allons poursuivre donc nos auditions sur les concessions autoroutières en entendant Madame Ségolène Royal, que je ne pense pas avoir besoin de vous présenter. Je rappelle quand même toutefois que vous fûtes ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de 2014 à 2016, dans le gouvernement conduit par Manuel Valls, au moment de la négociation du plan de relance autoroutier, le fameux PRA dont nous avons beaucoup entendu parler. Cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et elle est également ouverte à la presse et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Madame la Ministre, donc je vous remercie de vous être rendue à notre convocation. Et après avoir rappelé, alors là on est vraiment dans le cadre très formel de la commission d'enquête, qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci Madame la Ministre. Avant de passer la parole à notre rapporteur, donc Vincent Delahaye, qui vous posera des questions par la suite précises, comme il en a l'habitude, et aux membres de la commission d'enquête qui sont présents aujourd'hui, je vous propose, si vous le souhaitez, bien sûr, de nous présenter à titre liminaire quelle était votre vision du secteur autoroutier à l'époque où vous exerciez ces responsabilités. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Oui, maintenant. Oui. Mais ça, je pense que c'est une question que nous donnera, vous posera notre rapporteur. Très bien. Merci, vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vous remercie de m'avoir invité à témoigner devant votre commission. Dans un premier temps, comme vous le savez, je me suis dit, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs des modalités internes de négociation, parce qu'elles avaient été déléguées à ma directrice de cabinet et à Alexis Collère, qui était le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Mais du coup, en venant devant vous, je me suis replongée dans ce dossier qui est tout à fait passionnant. Et si vous le permettez, en quelques minutes, je voudrais redonner une perspective historique, parce que ça permettra de bien comprendre quels étaient les enjeux à ce moment-là. Et d'abord, je voudrais rendre hommage à Gilles de Robien, parce que c'est lui qui, en 2003, avait proposé d'utiliser l'argent des péages pour financer l'aménagement du réseau routier, mais aussi du ferroviaire, avec cette idée qu'une cagnotte pourrait ainsi arriver dans une agence de financement des infrastructures de transport, l'AFID. Donc c'est lui qui, à l'origine, avait eu cette idée. Et il disait ceci, la dette des autoroutes baissait, plusieurs millions, voire milliards de dividendes allaient commencer à entrer dans les caisses de l'État. Cela représentait des recettes nouvelles pour l'agence qui allait financer les infrastructures. Cela me paraissait logique. Et commence à ce moment-là un bras de fer avec le ministère des Finances. Et il dit ceci, Gilles de Robien, chaque ministre des Finances me reçoit avec à ses côtés toujours le même conseiller partisan de la privatisation des autoroutes. On m'expliquait qu'il faut vendre les autoroutes parce que ça ferait baisser la dette de l'État. Mais, raconte-t-il, j'avais anticipé ce problème et j'avais fait faire une évaluation par une grande banque parisienne. Et celle-ci concluait, déjà à l'époque, que les autoroutes étaient une manne financière pour l'État. C'est comme ça, dit-il, que j'ai pu résister à Bercy et Jean-Pierre Raffarin a tranché en sa faveur. Puis, en 2005, le Premier ministre Dominique de Villepin, avec Thierry Breton, opte donc pour la privatisation. Gilles Carrez, à ce moment-là, qui était rapporteur UMP du budget, dit ceci dans un rapport, l'État a fait une mauvaise affaire, dit-il, puisque même à 20 milliards, c'est une mauvaise décision du point de vue de l'intérêt général. Et dans un rapport publié dès 2009, la Cour des comptes estimait à 24 milliards d'euros la valeur globale des concessions privatisées. Et ensuite, dans son rapport de juillet 2013, donc ça met quand même du temps pour commencer quand même à prendre conscience de la réalité de ce
de ce déséquilibre entre l'État et les sociétés autoroutières. Dans un rapport de juillet 2013, qui est absolument passionnant, la Cour des comptes rend un rapport qui est déjà très raide, puisqu'elle dit « La négociation des avenants au contrat de plan est déséquilibrée. L'augmentation des tarifs est supérieure à l'inflation. On a un non-respect des obligations prises par les actionnaires. Il faut donc impérativement réaliser une contre-expertise, mettre fin à la hausse continue et importante des tarifs. » Puis ensuite se succède au cours de l'année 2014 toute une série d'événements, et notamment, c'est la représentation nationale, Assemblée nationale et Sénat, qui se saisissent du problème, puisque nous avons en novembre 2014, une mission d'information de Bertrand Pancher et de Jean-Paul Chanteguet à l'Assemblée nationale. Ils écrivent au Premier ministre, qui leur répond le 31 décembre, qui s'engage à mettre en place une commission avec des parlementaires. Le 4 décembre, il y a une lettre pétition de 150 députés. Le 17 décembre, il y a un groupe de travail du Sénat pour suivre les recommandations de l'autorité de la concurrence. Ajoutons à cela donc les rapports de la Cour des comptes que je viens d'évoquer, donc ces rapports du Sénat, de l'Assemblée nationale et le rapport de l'autorité de la concurrence qui explique, je cite, la rentabilité exceptionnelle des autoroutes assimilable à une rente. C'est dans ce contexte que le Premier ministre de l'époque donc met en place ce groupe de travail parlementaire sur les autoroutes qui associe 8 députés et 7 sénateurs de la majorité et de l'opposition. Et il y a une première réunion qui a lieu à Matignon, et suite à cette première réunion, l'État, Matignon charge donc nos 2 directeurs de cabinet de mener les négociations, et en face se trouve Bruno Angle. On y reviendra peut-être. Donc, suite à cela, donc, les négociations ont lieu dans ce contexte, et Jean-Paul Chanteguet, donc, qui participe au départ à ce groupe de travail, puis il se rend vite compte que les négociations se déroulent ailleurs, sans les parlementaires, et par conséquent, il décide de démissionner. Il avait plaidé, lui, pour la mise en place d'un système dit de régie intéressée, c'était intéressant d'ailleurs comme hypothèse, dans lequel la puissance publique reprendrait la main en maîtrisant les tarifs de péage, et en confiant l'exploitation du réseau au privé aux conditions de l'État. Il estimait que depuis la privatisation jusqu'en 2017, ce sont 27 milliards d'euros de dividendes en plus, qui ont été distribués aux actionnaires. Voilà, et c'est dans ce contexte donc que cette réunion a lieu et que les sociétés d'autoroutes se mettent autour de la table, puis la négociation se fait, et en avril, donc, il y a la signature d'un protocole. Voilà quelques éléments de notre introduction. Merci, Madame la Ministre, de ces propos liminaires. Et tout de suite, Monsieur le rapporteur, les premières questions. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous nous avez rappelé effectivement des éléments d'histoire. Alors, on a eu l'occasion d'auditionner Gilles de Robien, qui nous avait bien expliqué sa position à l'époque et la façon dont il a pu négocier dans un premier temps avec Bercy, et comment finalement l'opération s'est faite avec de l'insistance de Bercy et sous effectivement l'action du Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, qu'on va auditionner aussi à 16h. Donc vous voyez, on est en plein dans le sujet. Alors, on est dans le sujet de l'histoire. En même temps, ce qui intéresse notre commission d'enquête, c'est aussi la prospective. Hein. C'est effectivement où on en est aujourd'hui et comment gérer les relations, notamment avec les sociétés historiques, puisque c'est surtout avec les sociétés historiques qui gèrent 90% du réseau que c'est intéressant. Et en tout cas, c'est là-dessus qu'on a porté un peu plus nos travaux. On a fait porter nos travaux. Alors, effectivement, le Premier ministre avait décidé, au moment où il y a eu le rapport de l'autorité de la concurrence et le rapport de la Cour des comptes qui ont fait couler pas mal d'encre, a décidé de créer un groupe de travail qui, de mémoire, le groupe de travail députés-sénateurs, n'était pas destiné à négocier. C'est-à-dire que vous dites la négociation se passait ailleurs. C'était un groupe de travail qui était destiné à donner le point de vue du Parlement au Premier ministre et au gouvernement.
de façon à pouvoir orienter éventuellement les décisions qui seraient prises. Mais je ne pense pas qu'ils avaient comme mandat, en tout cas ce groupe de travail, il ne me semble pas qu'il ait eu comme mandat de négocier directement avec les concessions d'autoroutes, ce qui me semble normal d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas tellement au Parlement et aux parlementaires d'aller négocier, c'est bien sûr au gouvernement de faire, avec son administration et avec son cabinet, ce qui me paraît naturel. Alors, vous avez cité effectivement Elisabeth Borne qui était... Pardon, oui, allez-y. Bien sûr. Effectivement, vous avez tout à fait raison, on n'était pas chargé de participer aux négociations, mais le Premier ministre était engagé par écrit à faire en sorte qu'il soit régulièrement informé du contenu de ces négociations. Et c'est quand, au départ, les premières déclarations ont lieu disant que la marge de manœuvre de l'État était très étroite, que les parlementaires ont commencé à être assez mécontents. Parce que eux, ils estimaient, et c'était dans la lettre de mission la lettre de réponse que le Premier ministre, que je tiens à votre disposition d'ailleurs, leur a adressée, que les deux hypothèses avaient été évoquées par écrit par le Premier ministre. Donc les deux hypothèses étaient sur la table, c'est-à-dire soit la remise en concurrence des concessions, soit la résiliation des concessions. Donc quand la négociation s'engage avec les sociétés d'autoroutes, ces deux hypothèses disparaissent. Et on rentre dans une logique juste de négociation, comme la Cour des comptes le décrit très bien, de négociation assez inégalitaire entre l'État et les sociétés concessionnaires qui ont beaucoup de moyens pour négocier. Non, mais je comprends bien, et puis c'est bien que ça soit interactif. Moi, ça ne me gêne pas du tout que nos échanges soient interactifs. C'est plus intéressant, je pense, pour tout le monde. Donc, alors, peut-être sur l'histoire, vous n'avez pas du tout parlé du gel des tarifs que vous avez décidé. Alors, Elisabeth Borne nous a dit que c'était vous, en tant que ministre, qui l'aviez décidé. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ce type de décision peut se prendre? Moi, j'avoue que j'étais un peu surpris que ça puisse être pris par seulement un ministre et pas en comité interministériel, en tout cas avec l'accord du Premier ministre. Je ne sais pas si vous l'aviez, l'accord du Premier ministre. Et comment ça s'est passé et comment on réagit à la fois le gouvernement et vos collègues et le Premier ministre surtout, et puis les sociétés d'autoroutes, puisque pour elles, c'était une violation des contrats dont ils sont dépositaires. Hein. Oui, monsieur le rapporteur, vous avez raison d'être surpris. Parce que ce témoignage ne correspond pas à la réalité. Mais bon, c'est normal, il y a un certain temps que tout cela s'est passé, donc c'est normal que les choses ne soient pas forcément très précises parmi ceux qui viennent devant vous. Mais vous pensez bien qu'une décision de blocage de tarifs d'autoroute se prend par le Premier ministre. C'est si vrai qu'il y a un communiqué de Matignon, que j'ai sous les yeux, du 27 janvier, communiqué du Premier ministre, qui établit donc, qui affirme que dans l'attente de l'aboutissement de ces travaux, et c'était précisément parce que les sociétés d'autoroutes ne voulaient pas venir autour de la table. Vous connaissez le discours des sociétés d'autoroutes qui consiste à dire « nous, on a des contrats de concession. Comme ces contrats de concession sont très déséquilibrés en leur faveur, elles n'ont jamais intérêt à rentrer dans des négociations. » Donc, elles refusaient de venir autour de la table. Et ça, depuis le début, depuis les premiers rapports de la Cour des comptes. Puisqu'elles étaient en possession de ces contrats de concession, elles n'avaient aucune raison, et de leur point de vue, elles font des affaires. Hein. De leur point de vue, c'est le monde des affaires. Il n'y a aucune raison d'aller autour d'une table pour négocier, alors qu'on est en position de force par rapport à ces contrats de concession qui sont totalement déséquilibrés. Et pour les faire revenir autour de la table, il avait fallu prendre une décision. Et donc le jour où le Premier ministre, donc le 27 janvier, réunit le 27 janvier au matin le groupe de travail de 15 parlementaires de la majorité et de l'opposition. Il leur promet d'être régulièrement informés de l'état des discussions, je cite le communiqué, engagé par le gouvernement avec les sociétés concessionnaires. Ce groupe de travail devra examiner les deux scénarios envisageables, ce que je vous disais à l'instant, soit la renégociation des contrats de concession, soit la résiliation de ces contrats d'autre part. Le Premier ministre souhaite qu'un point d'étape soit fait à la fin de février. Et dans l'attente, ça c'est le dernier alinéa du communiqué de Matignon, dans l'attente de l'aboutissement de ces travaux, le gouvernement a décidé de surseoir à l'application de la hausse des péages prévue contractuellement le 1er février. Il prendra des arrêtés à cette fin. Et c'est allé assez rapidement, puisque quand on va avoir les J-France, grâce à vous, vous voyez, j'ai fait un petit peu de recherche pour venir vous parler, donc je ne me souvenais plus de tout ça. Mais là, il y a un arrêté qui est publié donc, le 27 janvier 2015, qui est signé donc, du ministre de l'Économie, du ministre des Transports et de moi-même, donc arbitré par Matignon, et qui est publié au journal officiel. Et c'est là que, miraculeusement, les sociétés d'autoroutes reviennent discuter et se mettre autour de la table, tout en faisant
des menaces comme on les connaît, mais on en entend tellement, vous savez. J'ai suffisamment d'expérience dans les ministères pour vous dire que dès que vous entendez la phrase suivante, il faut ouvrir grand ses yeux et ses oreilles. Dès que vous entendez la phrase suivante, vous avez intérêt à céder, disent-ils, à l'État, parce que sinon, ça va vous coûter plus cher dans un contentieux. Ils n'ont pas manqué de dire ça va vous coûter plus cher dans un contentieux, nous sommes très mécontents, etc. Je dis faites un contentieux, attaquez l'arrêté. Ils n'ont jamais attaqué l'arrêté du 27 janvier. Donc l'État aurait pu rester en position de force. Et l'État n'est pas resté en position de force parce que je pense qu'il n'a pas mis, comme le dit la Cour des comptes, les moyens en face et la rigueur en face par rapport à la pression que font les sociétés concessionnaires qui ont entre les mains un trésor, pour dire les choses. Donc la meilleure preuve qu'il n'y avait pas de risque de contentieux, c'est très important cela, parce que comme elles vont obtenir non seulement le rattrapage, mais un surrattrapage grâce au taux d'actualisation, ce qui est quand même assez scandaleux, ce qu'elles ont obtenu, en fait, il n'y avait pas de contentieux et l'État était parfaitement dans son droit de mettre sur la table de la négociation le blocage de la hausse des tarifs, surtout qu'il y avait très peu d'inflation à ce moment-là. Alors, juste quelques précisions, parce que effectivement, il faut le préciser pour ceux qui nous écoutent, mais le 27 janvier, pourquoi? C'est parce que normalement, l'augmentation des tarifs se fait le 1er février. Voilà. Donc il fallait forcément qu'il y ait une décision qui soit prise officiellement avant le 1er février, de façon à ce que l'État réponde, le concédant réponde aux sociétés concessionnaires. Alors, par rapport à cela, moi j'avais cru, mais je n'ai pas d'éléments précis sur le sujet, mais il me semblait qu'il y avait une annonce de votre part à l'automne 2014 par rapport à ça, c'est-à-dire en anticipation. Oui. Est-ce que cette annonce, je ne sais plus la date, je n'ai plus en tête la date, mais est-ce que cette annonce, vous l'avez faite en concertation avec le Premier ministre et avec ses services, ou alors est-ce que vous avez... Parce que on peut considérer que le 27 janvier, le décret qui est pris est un décret qui est pris après que vous ayez annoncé. Moi, c'est ce que j'avais compris. J'avais compris que tout le monde a été un peu mis devant le fait accompli. Je vous dis les choses comme je les ai comprises. Je ne dis pas que c'est la réalité. Je dis simplement que c'est comme ça que je l'avais compris. Et qu'ensuite, entre guillemets, c'est une régularisation. Le Premier ministre dit la ministre a annoncé, il faut qu'on le fasse. Alors, ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est de me dire, vous dites, on n'arrivait pas à les faire venir autour de la table. Alors, à l'époque, ça veut dire que c'était à l'automne. À l'automne, on voulait les faire venir, sans doute suite au rapport de l'autorité de la concurrence et de la Cour des comptes, qui avait suscité des réactions. Et si vous vouliez les faire venir autour de la table, à l'époque, c'était pourquoi, du coup? Quel était l'objectif finalement de l'État par rapport à ces contrats, par rapport aux sociétés? Voilà. L'objectif de l'État, c'est de donner suite au rapport de la Cour des comptes et à l'autorité de la concurrence. Surtout, compte tenu de l'historique, pour rééquilibrer le rapport de force entre les sociétés. Et surtout, il y avait un tel besoin de financement dans le cadre de la FIT pour le réseau secondaire. C'était quand même choquant de voir d'un côté des sociétés autoroutières gagner beaucoup d'argent, et puis de l'autre, les automobilistes étant de plus en plus taxés avec cette augmentation continue des prix, et de l'autre côté, la misère au sein de la FIT, et avec un réseau routier secondaire très dégradé, sans parler des différents ouvrages très dégradés en France, les ponts, etc. Et donc ce déséquilibre-là était un vrai problème. Donc il fallait faire revenir les sociétés d'autoroutes autour de la table. Et sans doute l'idée vient de moi, sans doute. Je suis assez contente d'avoir eu cette idée. Parce que vous voyez, dans le rapport de force, en plus, les sociétés d'autoroutes savent que je tiens le rapport de force, je ne me fais pas influencer par ce type d'argument. S'il y avait d'autres auditions sur d'autres sujets, je pourrais vous expliquer comment, par exemple, j'ai eu gain de cause sur Nonan-le-Pin. On me disait de circuler, il n'y a rien à voir. Ils vont faire un contentieux, ça va coûter plus cher à l'État. J'ai dit qu'ils fassent le contentieux. Ils ont perdu le contentieux. L'entreprise qui voulait mettre des déchets à Nonan-le-Pin dans cet endroit magnifique près des haras n'a pas pu les mettre. Voilà, donc après, il faut savoir ce qu'on veut. Soit, effectivement, on veut rétablir l'autorité de l'État en s'appuyant sur des grands corps de l'État qui font leur travail, Cour des comptes et autorité de la concurrence. Et puis, ce qui me déplaisait souverainement, c'est la façon dont les sociétés autoroutières, mais elles sont dans leur jeu, critiquent les grands corps de l'État, critiquent les rapports de la Cour des comptes, critiquent les rapports de l'autorité de la concurrence. Mais c'est inadmissible.
les traitent d'incompétents, les traitent de menteurs. Mais nous, on les maltraite pas, les patrons des sociétés autoroutières. Ils sont dans leurs droits, ils font des affaires, ils font du business, mais ils n'ont quand même pas tous les droits, surtout quand vous avez en face de vous des personnalités qui viennent de la fonction publique, qui ont été au ministère de l'Équipement et qui se retrouvent en face pour plaider contre l'État en traitant les grands commis de l'État qui ne sont jamais allés dans le privé de bons à rien, de menteurs et d'incompétents. Ça, c'est inadmissible. Donc, il fallait rétablir d'abord un rapport de respect et puis, dans l'intérêt de l'État et donc des usagers et donc du contribuable, un rapport de force plus égalitaire. Merci Madame la Ministre de la précision de vos réponses, mais je pense que notre rapporteur n'en a pas je poursuis terminé. un peu. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas laisser la parole à mes collègues s'ils souhaitent la prendre. Hein. Vous pouvez continuer, Monsieur le Je rapporteur. ne veux pas monopoliser non plus la parole, mais c'est effectivement intéressant de pouvoir poursuivre. Alors, effectivement, je comprends l'intérêt d'amener les sociétés concessionnaires à discuter et à négocier. Sachant qu'effectivement tous les concessionnaires sont les mêmes, hein, que ce soit des grandes concessions ou des petites concessions. Oui. Dès qu'on dit qu'on veut toucher à quelque chose ou négocier quelque chose, il dit attention, on a notre contrat et on va vous attaquer. Ça c'est assez classique. Hein. Je dirais que c'est effectivement quelque chose qui revient très très souvent. Et d'autant. Le concédant n'a pas à avoir peur en tant que tel. Il faut bien analyser la situation et il ne s'agit pas de se dire voilà, on a la trouille de se retrouver devant le juge sur ces sujets-là. Alors après, la négociation, vous avez été tenu informé de la négociation, même si c'est votre directrice de cabinet, Elisabeth Borne, à l'époque, avec Alexis Collère pour Emmanuel Macron et Bruno Angle pour les sociétés d'autoroutes, qui ont négocié globalement le protocole d'accord de 2015. Mais vous avez été suivi, vous avez été informé de l'avancement de ces négociations. J'ai pas vraiment suivi, parce que d'abord, on était début de l'année, il y avait la préparation de la conférence de Paris sur le climat, parce que c'est un ministère extrêmement lourd. Il y avait la loi de transition énergétique à faire voter. Enfin, il y a un travail colossal. Et à partir du moment où Matignon avait délégué, il n'y a pas eu de raison de ne pas faire confiance à ceux qui étaient chargés de négocier. Et puis, il y avait le secrétaire d'État au transport. Mais j'ai appris qu'après, qu'il n'avait pas été mis dans la boucle. Dans mon esprit, c'était à lui. Je déléguais beaucoup à la Vidalis. Dans mon esprit, c'était à lui plutôt de suivre ça par rapport à la masse de travail qui me revenait dans le cadre de la préparation de la conférence de Paris. Parce que lui, et donc, je vous avoue, j'ai pas suivi les négociations. Il a refusé de signer, quoi. Il a refusé de signer, c'est ce que j'ai vu après, oui. Et vous n'avez pas refusé de signer? Non, moi je suis discipliné, moi. Non, mais c'est vrai. C'est une qualité aussi, d'être discipliné. Mais le Premier ministre avait décidé la configuration de la négociation. Au fin de la négociation, on me dit c'est négocié. Moi, je vais pas dire mais non, c'est mon pouvoir. C'est fait, c'est négocié. Je signe. Oui. Je signe, mais je n'ai pas accès j'ai pas la curiosité de regarder le contenu. Le contenu. J'ai pas le temps d'abord et je fais confiance. Vous les regardez après coup ou pas je le découvre quand il est par la presse en fait. Je m'y intéresse après. Et en particulier, ce qui est très intéressant pour votre commission, parce que je pense qu'il y a vraiment une marge d'action, c'est lorsque sur la saisine d'un citoyen, d'ailleurs, Raymond Avrilier, le Conseil d'État ordonne la publication de ce document. Et ce qui est très intéressant, c'est que, au fond, on le découvre aussi. Et oui, parce qu'on pense... Il a été accompagné de décrets, mais de publications qui étaient quand même assez disparates. Oui, puis il n'y avait aucune raison à ce moment-là de se dire le travail a été bien fait. Enfin, il y avait tellement... Et à votre avis, pourquoi il a été... base de travail dans ce ministère. En fait, on est content. Il y a un protocole qui est signé. On se dit plutôt, c'est bien. Ça a finalisé. Le travail a débouché. Et à votre avis, pourquoi il a été tenu secret? Alors, je me suis posé la question. Et je pense que c'est parce que, en fait, il y a une disposition fiscale. Et j'ai été intéressée parce que le ministre du Budget, M. Eckert, a dit aussi qu'il avait été écarté des discussions. Parce que normalement, il aurait pu y avoir aussi le directeur de cabinet ou M. Eckert dans les négociations. Ça aurait peut-être rendu les représentants de l'État plus forts par rapport à ces discussions. Et ce qu'on découvre dans ce protocole, c'est qu'il y a une disposition fiscale, puisqu'il y a une partie D
qui s'appelle « Sécurité contractuelle et stabilité des prélèvements obligatoires ». Et donc, les autoroutes obtiennent la stabilité du régime de déductibilité fiscale des charges financières. Et donc, à mon avis, la signature du ministre du Budget est obligatoire sur un document comme celui-là. Et d'ailleurs, c'est un argument qui est soulevé par le Raymond Avrillier, puisque c'est lui qui dit, c'est pour ça que j'ai regardé, j'ai approfondi, c'est lui qui a soulevé ça. J'ai la modestie de vous dire comment mon processus réflexif s'est mis en place, puisque c'est un grenoblois, voilà, et il dit, lui, ça, c'est lui qui a trouvé qu'il y avait une disposition fiscale et que, normalement, la signature du ministre du Budget aurait dû être apposée sur ce protocole. Et je pense qu'il a raison. Donc, imaginons que ce protocole soit annulé, vos travaux vont donc être très importants, parce que l'État va peut-être pouvoir enfin reprendre la main, comme le dit la Cour des comptes dans son dernier rapport là, sur le plan de relance autoroutier, c'est-à-dire discuter de ce qu'on fait des concessions et comment on rééquilibre les choses au profit notamment de l'investissement sur le réseau secondaire. Parce qu'au bout du compte, tout ça pèse sur l'automobiliste. Il n'y a aucune raison que l'automobiliste paye toujours plus cher un service qui n'augmente pas. Des confusions dans les fameux 3 milliards de relance, personne n'était dupe, puisque ce sont les mêmes sociétés qui possèdent les sociétés de travaux publics, qui font les travaux sur les autoroutes, même si le contrôle s'est amélioré, et ça grâce à la Commission européenne qui a remis quand même un certain nombre de règles. Et donc, mais sauf que le protocole date d'avant. Et quand on dit on renvoie maintenant vers la loi à l'allongement des concessions, sauf qu'on vient de leur donner 6 ans de plus. Donc si le protocole est annulé, enfin ça passera par la loi. Et enfin l'Assemblée nationale et le Sénat seront saisis d'un débat de fond pour savoir ce qu'on fait sur les concessions. Et ça, je pense que ça sera très salutaire. Et alors justement, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire ? Si on se projette à la fois dans le présent, mais surtout dans l'avenir, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, par rapport à ces concessions ? Est-ce qu'il faut les dénoncer tout de suite ? Est-ce qu'il faut serrer la vis progressivement et puis attendre la fin des contrats ? Comment vous voyez les choses ? Le principe, à mon avis, le principe le plus sain pour l'État, c'est de remettre en concurrence les concessions. Ou, dans le cadre de cette remise en concurrence, de décider s'il en reprend une partie en régie. C'est tout à fait possible. Pourquoi ? Avec quel objectif ? Pas pour des raisons idéologiques, mais pour qu'à un moment, ce que paye l'automobiliste et ce que paye le contribuable retourne à l'automobiliste et au contribuable, et pas au versement de dividendes ou à l'absorption par d'autres sociétés qui font les travaux de résultats économiques qui doivent revenir dans l'escarcelle de l'État et du contribuable et de l'automobiliste. Moi, je pense que le rapport de la Cour des comptes est vraiment excellent de ce point de vue-là. Pardon de donner une note à la Cour des comptes, mais c'est tellement clair, et en plus ça redit tellement ce que la Cour des comptes a toujours dit sur la question du déséquilibre. Elle dit ceci, la Cour des comptes, c'est rare, elle dit que dans les marchandages, l'État est toujours, quand il y a des marchandages, l'État est toujours désavantagé. Pourquoi ? Parce que les sociétés d'autoroutes ont des arguments, se font accompagner, etc. Et nous, on est coincés dans des raisonnements logiques, juridiques, qui ne sont pas à notre disposition, en fait, puisque on est coincé par un contrat de concession dont les bénéficiaires estiment qu'il est immuable. Donc, il faut pas de marchandage, il faut que tout soit dans les cahiers des charges et dans les règles pour que le véritable équilibre et qu'il n'y ait pas de marge de manœuvre, parce que dans les marges de manœuvre de négociation, forcément, l'État et donc le contribuable et l'automobiliste sont perdants. C'est bien ce qui s'est passé dans cette négociation. Je continue ou il y a des questions des collègues ? Il y a des collègues qui se sont inscrits, mais l'échange que vous avez, monsieur le rapporteur, avec madame la ministre est d'un très grand intérêt. Et ce côté interactif le rend d'autant plus vivant. Donc, si vous avez encore quelques questions à poser, ensuite, Michel Vullien prendra la parole. Monsieur le rapporteur, vous pouvez Oui, non, mais je pense que c'est bien que ce soit Michel Vullien. Moi, je vais Michel Vullien, alors. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président, et merci, monsieur le rapporteur. Merci, madame la ministre. Alors, ce que vous nous dites là, c'est très intéressant, ça corrobore tout à fait ce qu'on a pu entendre dans d'autres auditions. Ça corrobore, mais ça ne peut que nous inquiéter. Parce que vous avez dit, notamment, là, vous venez de dire que les marchandages, l'État était toujours désavantagé. Ça a été pointé par d'autres personnes qui ont été auditionnées.
c'est vrai. Moi, ça peut que m'étonner, parce que quelque part, ceux qui sont en train de négocier au titre de l'État, c'est quand même des gens qui ont, passez-moi l'expression, mais un peu de bouteille. C'est aussi les mêmes formations que ceux qu'ils ont en face d'eux. Et pour faire simple, je veux dire, c'est des X-Pont, des X-Mines, et puis d'autres. Mais enfin, voilà, c'est cette corporation-là. Donc, comment l'État peut-il se trouver désavantagé? Et comment, dans tout ce qui nous est expliqué, moi, j'arrive toujours pas à trouver et à comprendre, mais peut-être parce que j'ai un cerveau où tous les neurones ne se touchent pas, mais qui finalement a pris la décision? Parce que quand vous nous dites que quand la négociation démarre, les deux hypothèses disparaissent, c'est-à-dire que cette hypothèse, et Gilles de Robien, j'avais trouvé particulièrement intéressant ce qu'il nous avait dit, parce qu'on a bien compris que lui, il avait pigé ce qui se passait. Absolument. Il avait pigé, il avait ce tout qui se compris. passait. Et il a essayé, d'après ce qu'il nous a dit, il a essayé d'alerter et de dire attention, attention. L'idée d'ailleurs de la régie intéressée est quelque chose qui pouvait être envisagé raisonnablement. Et on a eu quand même le sentiment que l'État vendait les bijoux de famille, mais on ne sait pas pourquoi la décision avait été prise, par qui elle avait été prise et dans quel but. Alors quand on nous dit, c'est vrai que les sociétés d'autoroutes ont menacé de contentieux, je pense quand même qu'il y avait suffisamment de gens pour dire, allez donc au contentieux, comme vous avez su le faire dans d'autres circonstances. Également, cette idée d'investissement sur les réseaux secondaires, qui revient encore actuellement, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas fini. Il y a eu l'histoire des adossements, il y a l'histoire, on prolonge, etc. Donc on a quand même le sentiment d'autour de énormément d'enjeux et d'enjeux financiers, bien évidemment, qui sont connus. Et ne me faites pas croire qu'en face à l'État, c'était que des perdreaux de 6 semaines. Donc, quelque part, est-ce que vous avez pu détecter qui était à la manœuvre? C'est peut-être compliqué ce que je vous pose. Non, là. non, c'est très simple. Non. Merci, Madame la sénatrice. Non, il y a une décision donc de privatisation par le gouvernement de Dominique de Villepin et contre ce qu'avait fait Gilles de Robien. Et à partir de là, est-ce que c'était pour des raisons idéologiques ou je ne sais pas, mais à partir de ce moment-là, les sociétés d'autoroutes ont été dans un rapport de force puisqu'elles avaient des concessions. Et petit à petit, elles ont continué dans ce rapport de force puisqu'elles étaient titulaires de contrats. Et d'ailleurs, elles ont cette expression extravagante, les sociétés d'autoroutes. Elles disent, elles utilisent cette phrase suivante. Donc, je les connais par cœur, les gimmicks, quand on a affaire à défendre les intérêts de l'État face à des secteurs professionnels. C'est dire, mais par définition, puisqu'on a signé un contrat, c'est égalitaire. Puisqu'on a signé, c'est égalitaire, donc on ne remet pas en cause le contrat. Si. Puisque à partir du moment où les outils majeurs de l'État de contrôle de la dépense publique, comme la Cour des comptes, disent ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Donc, oui, c'est pas une guerre, c'est pas une confrontation, ça ne va pas. On remet de l'ordre on remet bon ordre aux choses qui ne vont pas. C'est pas être contre le privé ou pour le public, etc. C'est pas des choix idéologiques. Et d'ailleurs, j'ai choisi à dessein de vous citer des élus qui sont de différentes étiquettes politiques, qui ont tout simplement le sens de l'État, le souci de protéger le contribuable et l'usager, et surtout de faire les travaux dans les routes. Regardez dans vos départements. Moi, je voyais bien dans ma région, Poitou-Charentes, on avait besoin, les mairies, les petites communes, elles n'avaient pas les moyens de refaire les infrastructures. Et on voyait pendant ce temps-là les dividendes, plusieurs milliards de dividendes versés aux sociétés concessionnaires d'autoroutes. Ça ne va pas. Donc on rééquilibre les choses. Donc on en est là. Et je pense que ce n'est pas trop tard pour rééquilibrer les choses. Merci de votre réponse. C'est notre collègue Dominique Delège a demandé la parole. Et ensuite, Michel Dagbert vous posera également une question. Dominique, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Je voudrais vous poser une question un peu iconoclaste, mais tant pis. On profite de votre présence et de votre caractère pour le faire. C'est rafraîchissant. Ouais. En vous entendant, j'ai vraiment l'impression que Bercy
et sur une position linéaire de toute éternité. Et que Bercy est plutôt dans une logique de choix à très court terme. Privatisation des autoroutes, privatisation d'ADP, privatisation de la Française des Jeux, c'est-à-dire qu'on capte une manne à un instant donné en se disant que ça va permettre d'équilibrer le budget de l'État. Pour ma part, je suis assez choqué que l'on cherche toujours à privatiser ce qui est rentable. Je pense qu'on peut aussi ne pas s'interdire pour l'État de faire des recettes, surtout quand c'est stratégique en matière d'aménagement du territoire. Et donc, moi, ma question, c'est au fond, dans cette affaire, c'est la capacité de Matignon à s'imposer face à Bercy qui est en cause, ou ce sont vraiment des choix politiques de l'instant? Merci, monsieur le sénateur. Madame Oui, la merci, ministre. monsieur le sénateur. Peut-être sans doute un peu les deux. Sans doute un peu les deux, même si dans ce dossier autoroutier, Bercy a été, le ministère du Budget a été écarté parce qu'il aurait été peut-être plus rigoureux sur la question des tarifs et peut-être plus enclin à suivre les rapports de la Cour des comptes. C'est ça qui est étrange, c'est que le ministre du Budget, M. Eckert, ait été écarté de la négociation. Parce qu'il n'est pas sur une ligne justement de privatisation. Ça aurait pesé aussi dans les négociations, peut-être davantage. Mais là, vous avez totalement raison quand vous dites... Parce qu'il y a une idéologie de la privatisation qui consiste à penser que ce qui est privé est mieux géré que ce qui est public. Mais non, ce qui est public peut être bien géré aussi. Ce n'est pas dans les mêmes secteurs, c'est une complémentarité. Il faut des choses privées, il faut des choses publiques, mais il n'y a aucune raison de passer, comme vous avez dit, au privé, ce qui est rentable. Et d'ailleurs, Aéroport de Paris, compte tenu de la crise, n'est plus mis en privatisation. Ce qui prouve bien que c'est quand ça rapporte de l'argent que c'est mis en privatisation. Or, ces bénéfices dégagés pourraient être utilement utilisés par l'État pour être réinvestis là où il y en a besoin. J'évoque la privatisation de la Française des Jeux. Ça m'a beaucoup choqué parce que c'est quand même quelque chose qui avait été créé, vous vous souvenez, après la guerre, pour les accidentés de la guerre. Donc ils ont fait une publicité, on s'écarte un peu du sujet, pardon, ça me prendra quelques secondes, mais ils ont fait une publicité où on voyait les grands blessés de la guerre de 14 pour vendre les gueules cassées, pour vendre des actions de la Française des Jeux. Mais moi, ça m'a choqué sur le plan même de l'instrumentalisation et de la souffrance des soldats pour vendre aujourd'hui les actions de la Française des Jeux. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire par rapport à ça? C'est dire, bon, s'il y a privatisation, parce qu'il y a une partie qu'on peut peut-être privatiser, on va mettre le fruit de cette privatisation. On va laisser l'État quand même bénéficiaire aussi des retombées, donc il pouvait très bien y avoir un système mixte ou une régie, etc. Et puis surtout réinvestir par exemple dans l'hôpital public, puisqu'en même temps on avait la crise sanitaire. C'était quand même une occasion formidable de récupérer des fonds pour l'hôpital public et pour faire face à la crise sanitaire. C'est pour ça que l'État ne doit pas se dessaisir de ce qu'il rapporte. Il faut bien le gérer, bien évidemment, mais il ne doit pas s'en dessaisir, puisque par définition, sinon, il y a une partie de l'argent qui s'échappe vers les dividendes, vers les opérations boursières. Et donc, c'est ça qui est retiré à la capacité d'intervention de l'État. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter ça. Merci, Madame la Ministre. Michel Dagbert, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Je reprends et je rebondis un peu sur le propos des collègues, mais vous avez pointé du doigt également, Madame la Ministre, le besoin d'investissement sur le réseau secondaire et notamment sur les ouvrages d'art. Notre commission ici au Sénat de l'aménagement du territoire et du développement durable a commis un rapport sur l'état sanitaire de nos ouvrages d'art et donc je suis très sensibilisé à cette question. J'entends bien également ce que vous dites sur le fait qu'il n'y a peut-être pas d'idéologie à la conduite de on privatise ou on ne privatise pas, ça ne doit pas répondre à un choix idéologique et pour autant il m'apparaît utile, même dans le cas où on s'oriente vers des concessions, de conserver tout ou partie du réseau
en gestion publique, de manière à pouvoir avoir un référentiel dans la gestion dans le temps de ces infrastructures. Donc, selon vous, compte tenu des recherches également que vous avez pu faire pour préparer l'audition sur Légifrance, selon vous, à quel moment clé, il y en a peut-être plusieurs, mais on s'oriente vers une décision qui devient quasiment irréversible et qui devient de fait bloquante, y compris à aujourd'hui, sauf ce que vous venez de nous donner comme piste pour l'avenir, pour pouvoir essayer de dénoncer et remettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour aller à l'écriture d'un contrat qui soit un peu plus équilibré que ce qu'il est aujourd'hui. Et je souscris pleinement à ce que vous venez de donner comme exemple, notamment sur ADP et sur la Française des Jeux. Merci, monsieur le sénateur. Madame la ministre. Merci, monsieur le sénateur. Vous voulez dire à quel moment, sur ce sujet-là ou d'une façon globale? Sur ce sujet-là, on ne pourra plus, le clic tombe et on ne pourra pas revenir en arrière. Oui, je pense que le clic tombe lorsque on ne donne pas suite fermement aux demandes des parlementaires par rapport à la double hypothèse qui est pourtant écrite dans une lettre du Premier ministre. Et à partir du moment où on délègue ensuite la négociation entre les mains des directeurs de cabinet directement pilotés par Matignon, il n'y a plus de politique. Les sénateurs sont dessaisis, les députés sont dessaisis, il n'y a plus de débat à l'Assemblée, et on voit surgir donc un protocole, quand même, où il y a deux choses qui sont choquantes, c'est la prolongation de 6 ans. Donc toute prolongation, vous vous rendez compte, ce que c'est que le cadeau financier, c'est une poule aux œufs d'or. 6 ans de prolongation des concessions. C'est ça qui vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Regardez d'ailleurs les cours de bourse à ce moment-là, quand c'est annoncé des sociétés concernées. C'est beaucoup d'argent, 600 de rallongement des concessions. C'est ça qui est énorme. Et deuxièmement, la surcompensation du rattrapage tarifaire. Le rattrapage tarifaire n'était absolument pas obligatoire. C'était dans la responsabilité de l'État de le faire. Et c'est si vrai que la Commission européenne, comme la Cour des comptes, ont dit « mais pourquoi toujours une augmentation ?» Alors que normalement, ça doit pouvoir augmenter, puis baisser, en fonction de l'augmentation du volume de véhicules sur les autoroutes. Mais elles ont eu le beurre et l'argent du beurre, les autoroutes. C'est-à-dire, elles ont fait croire, parce qu'on était insuffisamment énergique en face, qu'il y avait une obligation d'augmentation permanente des tarifs. Ça me rappelle EDF, où j'ai aussi à un moment fait le rapport de force pour fixer les tarifs, pour bloquer les tarifs. Et donc, c'est cette augmentation permanente. Ils avaient réussi quand même à faire croire à tous leurs interlocuteurs du côté de l'État, ah ben oui, mais l'augmentation, c'est tous les ans. Or, c'est pas vrai. Quand on regarde, et même dans le contrat, et d'ailleurs la Cour des comptes le dit clairement, et la Commission européenne le dit, mais non, soit ça augmente, soit ça baisse, et si le volume augmente, la rentabilité augmente. Donc, soit la rentabilité augmente, et ben il y a une partie de reversement à l'État, c'est ça qui aurait dû être mis dans la concession, avec une décision de l'État tous les ans pour savoir si oui ou non ça a augmenté, pour protéger les automobilistes, soit une baisse du tarif. Mais jamais vous n'avez eu de baisse de tarif. Alors que quand on dit 0,75%, mais 0,75%, c'est pas par véhicule. Quand on y réfléchit bien, la Convention ne dit pas 0,75% par véhicule qui prend l'autoroute. Si vous dites 0,75% par rapport au rendement de ce que ça donne, vous auriez automatiquement une baisse des prix. Donc c'est ça que j'aurais voulu qu'on négocie. Et là, non seulement ça n'a pas été négocié, mais comme il y a une consanguinité un peu des gens qui étaient du côté des autoroutes, des gens qui étaient du côté de l'État, ça se tutoyait, etc. Donc il n'y a plus de liberté de penser par rapport au formatage qu'on a en face. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a fait bien rire, parce que moi ça ne m'impressionne pas. Bon, allez-y, Madame la Ministre. Donc là, il y a une réunion, la première réunion se passe dans le bureau donc, du Premier ministre. Donc on voit arriver tous les grands chefs des sociétés d'autoroutes. J'en connaissais certains d'ailleurs. Donc en face, il y avait les ministres, leur directeur de cabinet, je pense, et
les sociétés, c'est tout. Les sociétés d'autoroute, il n'y avait pas la Cour des comptes, il n'y avait pas l'autorité, il n'y avait pas nos conseillers, disons, les conseillers, il n'y avait pas les parlementaires, ils auraient très bien pu être là, les présidents des groupes parlementaires, des missions d'information. En face, ils arrivent avec leurs avocats, leurs lobbyistes, leurs conseillers, etc. Et devinez qui était le lobbyiste et qui a pris la parole pour les sociétés d'autoroutes. Allez-y, donnez-nous la réponse. C'est Alain Minc. Ah oui. Donc, je vois rentrer Alain Minc, je dis, mais je crois qu'on avait une réunion avec les autoroutes. Il me dit, ben oui, c'est moi qui les représente. Ils étaient là, pourtant. Il y avait le patron de Vinci, ils étaient tous là, les grands patrons. C'est Alain Minc qui prend la parole. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment... Vous voyez? Et donc, c'est lui qui commande, Monsieur le Premier ministre, vous êtes un formidable Premier ministre, vous voyez toutes les techniques du business. Mais nous, en face, on n'a pas... C'est pas notre état d'esprit, le business. Monsieur le Premier ministre, donc, première étape, flatterie. Monsieur le Premier ministre, vous êtes un Premier ministre formidable, nous comptons sur vous, etc. Deuxième partie du raisonnement, c'est nous avons des contrats avec l'État. La parole de l'État, c'est très important, la parole de l'État. Vous savez, si vous ne respectez pas la parole de l'État, vous ne serez vous-même plus respecté, Monsieur le Premier ministre. Ah oui, la parole de l'État, bien sûr. Donc il n'y a pas de marge de manœuvre. On a des contrats, il n'y a pas de marge de manœuvre. Et après, quand vous voyez surgir les éléments de langage de ceux qui étaient chargés de négocier pour nous, c'est « Ah ben, il n'y a pas de marge de manœuvre, Ah ben non, on a signé, il y a des contrats. » Alors que, et puis après, non mais les autoroutes, troisième élément de la réflexion, c'est une très mauvaise affaire, vous savez, la privatisation. Pour nous, autoroutes, c'est une très mauvaise affaire. Finalement, ça nous a coûté beaucoup plus cher que ça nous a rapporté. Plus c'est gros, vous voyez, plus ça passe. Et moi, je dis à ça, si c'est une mauvaise affaire, rendez-les-nous. Vous n'allez donc pas être contre la résiliation des contrats de concession. Voilà. Et pour vous donner un exemple aussi de cette confusion des genres, c'est que quand j'ai eu à régler le problème du rejet des boues rouges en Méditerranée, c'était quand même terrible cette pollution-là. L'entreprise vient, je négocie avec l'entreprise. Vous savez qui elle vient, l'entreprise qui était son lobbyiste? Non. L'ancien directeur général des collectivités locales du ministère de l'Intérieur. Donc ils sont, c'est leur droit, à la limite, ils sont, comme dit la Cour des comptes, qui doit avoir ça aussi, qui doit avoir ce type d'information, ils sont déjà dans le rapport de force et puis dans la discussion de business à leur profit. Mais c'est à nous aussi d'être en face, justement, d'être armés et d'être solides et surtout de ne pas être isolés. Et moi, je pense toujours que la représentation nationale, parce que j'ai siégé 20 ans sur les bancs de l'Assemblée nationale, mais les commissions d'information que vous faites, les commissions d'enquête, on devrait être, vous voyez, vous devriez être intégrés à cela. Mais les hauts fonctionnaires pensent, certains hauts fonctionnaires pensent qu'ils savent mieux que nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça le problème. C'est quand il y a un affaiblissement de l'autorité politique, qui à un moment dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Non, on va faire différemment. Non, il y a peut-être d'autres solutions. Non, vous n'avez pas vu tous les scénarios possibles. Non, les parlementaires n'ont pas dit ça. Non, la Cour des comptes n'a pas dit ça. Non, vous allez faire ce que la Cour des comptes a dit. Mais quand vous voyez le rapport qu'a fait le ministère au référé de la Cour des comptes, mais les bras vous en tombent. Parce que c'est comme si la Cour des comptes était un adversaire. Mais ce n'est pas un adversaire, la Cour des comptes. C'est un partenaire. Il faut s'appuyer sur ce que dit la Cour des comptes pour améliorer le fonctionnement des institutions. Et quand j'étais ministre, il m'est arrivé plusieurs fois de modifier de ma main les réponses aux référés de la Cour des comptes, aux observations de la Cour des comptes que me préparaient mes services. Parce que c'est toujours dans un état d'esprit, non, on a raison sur tout. Mais je dis, mais non, la Cour des comptes dit ça, 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 ça. C'est quand même, la Cour des comptes a raison. Et c'est notre conseil, finalement. Ça nous permet de nous améliorer, de regarder ce qui se passe, de nous appuyer sur la Cour des comptes pour obtenir des arbitrages intelligents avec les autres ministères. Vous voyez, donc c'est quand même un état d'esprit particulier qu'il faut aussi peut-être faire évoluer. On poursuit dans l'interactivité. Je redonne la parole à Michel Dagbert. Madame la ministre, mais je devrais dire aussi, par rapport à cette question, Madame la présidente de région que vous êtes,
Je suis très attentif à ce que vous venez de dire parce que j'ai le sentiment, avec certainement d'autres collègues ici, c'est pas une exclusivité, mais dans mon parcours, j'ai été maire et président d'un conseil départemental, celui du Pas-de-Calais, département que vous connaissez bien, et j'ai pas ce sentiment d'un tel rapport de force entre le politique et l'administration qui sert la collectivité. J'ai plutôt la conviction qu'à chaque fois, il y a un équilibre des forces qui se fait, et toutes les fois où le politique est faible, là, il y a un risque, effectivement, d'une dérive d'une administration qui pourrait s'autoriser un certain nombre de choses. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là s'agissant des collectivités territoriales, et pourquoi on n'arriverait pas à un équilibre de la sorte au niveau de la haute fonction publique et des ministres qui représentent le politique, notamment dans des sujets aussi délicats et aussi importants que négociations comme ces contrats? Oui, vous avez raison, monsieur le sénateur. Je pense que la différence vient du fait que quand on a réglé des problèmes en proximité, vous voyez, on partage les points de vue par rapport aux résultats à obtenir, aux solutions à obtenir dans l'intérêt des habitants d'une région, d'un territoire, etc. Donc ça crée des synergies. Cela dit, par rapport à ce que je décris sur les autoroutes, globalement, sur le reste de l'ensemble des dossiers, c'est une administration vraiment à l'offensive, dynamique, compétente, etc., qui est dans le ministère. Mais sur ce sujet-là en particulier, oui, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. C'est évident. Merci Madame la Ministre. Alors avant de redonner la parole à notre rapporteur, au fur et à mesure que nos travaux avancent, on a un peu le sentiment qu'il y a l'avant 2015 et un après 2015. Est-ce que vous partagez cette appréciation sur cette étape de 2015 où on a quand même le sentiment qu'il y a un rééquilibrage dans le dialogue avec les sociétés d'autoroutes? Est-ce que vous partagez même si vous nous avez décrit qu'il y avait encore du chemin à faire, est-ce que c'est une première étape d'après vous? Oui, mais forcément, elles ont obtenu tout ce qu'elles voulaient. Vous vous rendez compte que même le versement à la FIT est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés? C'est quand même extravagant, ça. Donc c'est l'État qui en paye la moitié. Non. Donc elles ont obtenu tout ce qu'elles voulaient. Au regard sur 2015, on aurait presque tendance à dire 2015, il y a une espèce de rééquilibrage. Il y a un rééquilibrage dans la mesure où la loi prévoit maintenant l'autorisation législative pour le rallongement des concessions, mais on leur a donné. Donc ça reporte à dans combien d'années? Voilà, donc ça va changer à partir de 2031. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à négocier. Faut continuer à discuter, à négocier. Et puis surtout, il faut faire ce que la Cour des comptes fait. Parce que ce qui est important, c'est quelle marge de manœuvre on a. Qu'on arrête d'être naïf et qu'on soit comme eux, comme les sociétés d'autoroutes. On ait un peu l'esprit business aussi au profit de l'État. C'est-à-dire que ce que dit la Cour des comptes sur le contrôle des projets d'investissement, qui contrôle ça? Donc ils ont promis 3 milliards, par exemple. Puis avant, ils avaient promis le plan vert, puis avant, je ne sais quoi. Bon. Est-ce que les travaux sont faits, par exemple? Première chose à vérifier. Est-ce que les travaux sont faits? Est-ce que ces travaux relevés de l'obligation des concessionnaires, ou est-ce que c'est des travaux en plus? Est-ce qu'on pourrait faire réviser cette liste en fonction, par exemple, de l'aspiration des élus locaux qui pourraient nous dire, voilà, il y a telle chose à faire sur les... Et si dans les 3 milliards, on découvre, et c'est le cas, parce que la Cour des comptes l'a dit, que une grande partie des travaux prévus, de toute façon, étaient à la charge des sociétés, moi, je pense qu'il faut dire, voilà, maintenant, si c'est 1,5 milliard, mettons qu'il y ait la moitié, je ne sais pas quel est le niveau de... Mais ça, la RT peut très bien nous dire elle a commencé à le faire, d'ailleurs. Combien il y a de travaux qui, en fait, ont été inscrits dans les 3 milliards comme étant un effort supplémentaire des sociétés d'autoroutes, alors qu'en fait, ça relevait de leurs obligations. C'est que cet argent-là soit récupéré pour la FIT. Et qu'on demande aux élus locaux, faites-nous la liste des chantiers à réaliser sur vos territoires. Et comme ça accélérera aussi les investissements et la sortie de crise. Pourquoi? Parce que les sociétés d'autoroutes, elles choisissent des gros chantiers.
les rentrées d'autoroutes, les élargissements d'autoroutes. Je vous signale que les élargissements d'autoroutes qui ont été présentés par les sociétés d'autoroutes comme le plan d'investissement supplémentaire font strictement partie de leurs obligations de concessionnaire parce que c'est mis que quand le volume augmente, elles doivent élargir les voies parce que ça n'apporte pas de services nouveaux à l'automobiliste. Donc si on découvre, grâce à vos travaux et à ce qui a été dit dans les différents rapports, que eh bien, dans ces 3 milliards, il y en a tant qui en fait ne relèvent pas ou tant qui relèvent des obligations et il y a ce surplus, eh bien, on le mettrait sur le réseau secondaire. Vous voyez, ce sera un début. Voilà, c'est aussi une façon de rééquilibrer, mais de façon pratique, rien que dans l'application des textes existants. Merci. Je redonne la parole à notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Dans tout ce que vous dites, Madame la Ministre, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait relever, sur lesquelles il faudrait pas mal débattre. Mais c'est vrai que le rapport entre les élus et l'administration, moi j'ai toujours plaidé pour que ce soit les élus qui décident, et souvent ils sont un peu coincés par l'administration, ou en tout cas pris de court. Et c'est un peu l'impression que j'ai en vous écoutant finalement par rapport à ce protocole de 2015. Vous étiez occupé par ailleurs, il y avait beaucoup de choses en même temps, et peut-être que vous avez manqué de vigilance, quoi. Moi, j'ai été dessaisie. Vous avez été dessaisie. Mais je n'ai pas du tout contesté, ça me paraissait une bonne idée. Vous avez quand même signé. Vous ne regrettez pas d'avoir regardé un peu plus près parce que je ne pouvais pas dans la masse des choses. Et on a fait l'accord de Paris sur le climat. J'ai fait la loi de transition énergétique que je voulais absolument voir promulguer. Vous vous en souvenez d'ailleurs les travaux au Sénat que je voulais pouvoir promulguer en août, d'ailleurs, avant la conférence de Paris sur le climat. Il y avait des textes d'application à prendre. Non, dans la masse des sujets, je me suis dit, si il y a un groupe de personnes, et puis c'était piloté à ce moment-là directement par Matignon. Et s'il y a un groupe de personnes qui négocient et qui font bien le travail, vous savez, moi je ne suis pas non plus tentaculaire, je délègue beaucoup. Hein. Je me suis dit non, c'est plutôt bien. Sauf qu'à posteriori, vous nous dites c'était pas équilibré. En découvrant les choses après, oui. En fait, à posteriori, vous nous dites c'est pas équilibré. C'est pas équilibré. Pourquoi c'est pas équilibré? C'est pas parce qu'en soi c'est pas équilibré, parce que quand on signe, effectivement, on pense que c'est équilibré. Et en ce sens-là, je dirais que quand on écoute à la fois les sociétés concessionnaires comme le concédant, quand on signe des avenants, quand on signe un protocole, les deux signent, ça veut dire que les deux sont d'accord, sauf que les hypothèses qui sont retenues sont des hypothèses quand même très favorables aux sociétés d'autoroute, notamment les taux d'actualisation. Le taux d'actualisation de 8%, ce n'était pas ce que proposait le concédant, et c'est ce qui finalement est apparu dans le protocole. Et l'application de ce taux d'actualisation, c'est un peu compliqué pour ceux qui nous écoutent, mais ça joue beaucoup sur la rentabilité et sur les retours que peuvent en attendre les concessionnaires. Et par exemple, ce point-là, il n'a jamais fait l'objet ni d'une discussion, ni d'un arbitrage interministériel. Ça commence beaucoup, là. Peut-être plus qu'à l'époque. Peut-être qu'à l'époque, ça ne le faisait pas. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on pense vraiment qu'il y a un avant et un après 2015. Parce que dans le rapport déséquilibré que le concédant considère au profit des concessionnaires, les sociétés concessionnaires, elles considèrent que c'est l'État qui est trop puissant. Hein, et ça, c'est leur jeu. Il y a trop de contrôle. Non, mais c'est ce qu'ils nous ont dit. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on croit, ça ne veut pas dire que c'est... qu'ils les rendent alors, à ce moment-là, si ce n'est pas intéressant. Vous savez, il y a un truc qui les fait taire. C'est pas une bonne affaire, les autoroutes. Ils ne nous ont pas dit que ce n'était pas intéressant pour eux. Parce qu'en plus, dans les concessions, on le sait tous, hein, ceux qui s'intéressent aux concessions, on sait toujours que c'est plutôt sur la fin des concessions qu'on dégage le plus de revenus. C'est-à-dire qu'au début, normalement, une concession, c'est parce que la puissance publique n'est pas capable d'investir ou n'a pas envie d'investir, et elle dit je vais prendre un partenaire pour investir, et puis va se rémunérer sur la durée du contrat, plus ou moins longue en fonction de l'importance de l'investissement initial. Et ça, je dirais que moi, en tant qu'élu pragmatique, je me dis pourquoi pas. Surtout quand on voit l'état de nos finances publiques, on se dit aujourd'hui, et d'où l'état de nos réseaux secondaires ou autres dont on parlait tout à l'heure, c'est parce que aussi l'état de nos finances publiques ne nous permet pas forcément de faire les investissements nécessaires. Donc qu'on se dise, à un moment donné, on trouve un partenaire qui accepte de faire cet investissement à notre place et qui se rémunère de façon normale. Voilà. Donc après, c'est le niveau de rémunération qui est à discuter. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et le niveau de rémunération des actionnaires. Bien sûr, des actionnaires. On ne perd pas d'argent avec les actionnaires. Voilà, et c'est ça qui est surtout à regarder. Voilà. Et dans notre rapport, on aura aussi ce regard-là sur ce niveau de rémunération. Et
dans les contrôles qui sont faits, et je vous entends aussi dire la Cour des comptes, on les prend pas toujours comme des partenaires. Alors qu'en fait, on devrait les prendre comme des partenaires, absolument, puisque c'est effectivement c'est une institution qui sert la puissance publique, oui, et qui est au service de la puissance publique et qui apporte des éléments qui doivent nous renforcer et renforcer le concédant. Oui. Donc c'est vrai qu'on devrait les prendre systématiquement comme partenaires, ça me paraît assez évident à vous entendre. Et donc si on considère, ce que j'entends que vous considérez, qu'il y a un déséquilibre en faveur des sociétés concessionnaires d'autoroutes qui arrivent avec leurs avocats, leurs représentants, leurs lobbyistes, et comment faire? Alors, j'apporte une précision par rapport à ce que vous avez dit, mais c'est que quand on a regardé le plan d'investissement autoroutier qui est venu après le plan de relance autoroutier, le plan de relance autoroutier c'était 2015, donc c'était 3,2 milliards. Et quand il y a eu un plan d'investissement autoroutier ensuite, lui, il était au départ à 2 milliards. Il a été quand même ramené à 800 millions parce que justement l'ART a bien examiné les opérations qui étaient proposées par les sociétés concessionnaires dans ce plan d'investissement autoroutier, et il en a retiré un certain nombre, et pas mal d'ailleurs, parce en considérant que c'était effectivement du domaine contractuel. Et comme on s'est rendu à la fois à l'autorité de régulation des transports et on s'est rendu aussi à DGITM qui contrôle ça, et il y a des discussions en cours, parce que moi la question que je posais, c'est de dire, voilà, effectivement, c'est des investissements qui sont contractuellement prévus, en tout cas qui sont dans l'objet du contrat, qui doivent être réalisés par le concessionnaire. Est-ce qu'effectivement, ils ont été réalisés? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de compensation qu'il ne faut pas qu'ils soient réalisés, puisqu'ils font partie. Donc, ils font partie d'engagement. Donc on est en train de regarder cette partie-là. C'est très important. Cette partie-là, parce que c'est important, effectivement, de se dire les concessionnaires doivent faire ça dans le cadre de leur contrat. En tout cas, ça rentre dans leur contrat, dans l'objet du contrat. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut encore renforcer les contrôles actuels pour rééquilibrer, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, sachant qu'on a créé l'ART, on a transformé l'ARAFER en ART et on a apporté la compétence autoroutière, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour améliorer ce rapport de force, cet équilibre, en tout cas essayer de revenir vers l'équilibre? Je pense qu'il y a des choses toutes simples à faire qui, comme je me répète un peu, qui seraient là de contrôler le plan de 3 milliards qui a été annoncé dans le protocole. C'est en cours. C'est-à-dire qu'à la fois l'ART et la DGTM se contrôlent de façon assez précise et assez détaillée, même voire très détaillée, parce que honnêtement, quand on les écoute, ils regardent bien. Voilà. À la fois ceux du contrat à la fois la nature des travaux. Quand est-ce qu'ils sont réalisés par rapport à ce qui était prévu? Parce qu'en fait, la compensation, elle est, si vous avez des travaux qui doivent être faits en 2018, la compensation, elle intervient dès 2018. Mais si vous les faites en 2020, vous avez un décalage. Donc ça, ils sont en train de regarder, et il y a des sommes qui vont être demandées aux concessionnaires pour pouvoir faire des travaux complémentaires, parce que ça sera le financement des décalages. Donc, et la seconde chose, c'est qu'il ne faut pas rallonger la durée des concessions. C'est un cadeau énorme fait aux compagnies. D'ailleurs, elles n'en parlent pas parce qu'elles savent que c'est le point le plus financièrement le plus avantageux pour elles, c'est le rallongement des concessions. Alors, je pense que ça, c'est effectivement... Et qui est donné ça a une valeur. L'État pourrait le vendre à ce moment-là. Vous voyez, soit l'État remet en concurrence, donc peut-être en obtenant un prix supplémentaire ou des prestations supplémentaires pour l'automobiliste. Par exemple, moi, je leur avais dit, pourquoi vous ne faites pas le dimanche soir gratuit? Les gens arrêteraient d'attendre des heures au péage, parce qu'on paye cher l'autoroute. Et en plus, on attend des heures au péage pour les rentrées du dimanche soir. Par exemple ça, donnez ça en contrepartie. Ou faites gratuit pour toutes les voitures électriques. Donc, ils n'ont rien fait. Donc, en remettant en concurrence, je suis sûre qu'on obtiendrait des prestations pour l'automobiliste et peut-être des prix inférieurs par rapport à ce qui est donné. Et la seconde chose, c'est l'application de la variabilité des tarifs en fonction du volume de circulation. Et ça, ils ne l'ont jamais appliqué, les sociétés d'autoroutes. C'est-à-dire, quand le volume de circulation a augmenté, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires, et ils ont quand même continué à augmenter les tarifs. Or, à un moment, les tarifs doivent baisser quand le chiffre d'affaires augmente. Mais là, non, l'automobiliste, donc le contribuable, a continué à payer. Alors, oui, il y a des choses que je partage, et puis il y a des choses qui sont peut-être un peu discutables sur ce que vous dites, mais bon, ça fera l'objet de notre rapport, ça sera dans notre rapport. Oui, c'est ça, puis après il faut l'évaluer. Les éléments qu'on a pu obtenir et qui sont. Mais
que vous avez évoquées. Alors, moi j'ai l'impression que les services de l'État sont relativement bien coordonnés aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y a que la amélioration, DGTM et l'ART fonctionnent finalement de plus en plus main dans la main. Peut-être pas avec le Conseil d'État ni avec la Cour des comptes, mais ça, à la limite, c'est des institutions indépendantes, mais dont finalement c'est le rôle. Non, parce qu'il pourrait y avoir des groupes de travail. Voilà, c'est le rôle du politique. C'est le rôle du politique finalement de mettre tout le monde autour de la table et de se faire aider le moment venu, au bon moment. Et le ministère du Budget, il faudrait qu'il soit plus impliqué. Bien sûr. Et donc voilà, moi c'est bon pour mes questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il dans la salle des collègues qui souhaitent prendre la parole, avoir des précisions complémentaires? Non, j'ai l'impression, Madame la Ministre, que vous avez répondu d'une manière satisfaisante. C'est un jugement de valeur, peut-être un peu hâtif, mais en tous les cas, merci, Monsieur le Président. Merci Monsieur beaucoup le rapporteur. de votre participation. Voilà pour cette audition que vous avez pu suivre sur notre antenne. N'hésitez pas à consulter notre site web pour lire les articles de la rédaction. Je vous donne l'adresse www.publicsénat.fr. Vous pouvez y lire notamment cet article de nos journalistes. Je vous le montre. Ségolène Royal, les concessions autoroutières ont eu le beurre et l'argent du beurre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.